En tant qu'ambassadrice de la paix de la ville de Hiroshima et de Nagasaki, et je vous remercie de me donner la parole, je suis née, souvent on me demande si je suis née à Hiroshima ou à Nagasaki, où ma famille a été victime de bombardements atomiques. Je suis née après la Seconde Guerre mondiale et ma famille n'habitait ni à Hiroshima ni à Nagasaki, mais je viens de la région des troisièmes victimes de l'arme nucléaire, beaucoup moins connue. Il s'agit de la région de Mont Fuji, une ville appelée Yaizu, d'où est parti un bateau de pêche nommé Dragon Bonheur, qui a quitté le port le 22 janvier 1954. C'est pour aller vers les îles Marshall dans l'océan Pacifique. Le 1er mars 1954, le bateau se trouvait dans la zone de sécurité définie par le commandement militaire américain. Le vent a changé de direction. Les bateaux japonais nombreux dans la zone n'ont pas été prévenus qu'un essai de bombe sera effectué. Il s'agissait d'une bombe à hydrogène dont la capacité de destruction était 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Les bateaux à pêcheurs de Dragon Bonheur furent tous irradiés. Et l'un d'eux est décédé 6 mois plus tard en adressant le message suivant au monde: que je sois la dernière victime de bombes nucléaires. Quand le gouvernement japonais de l'époque a fait des recherches dans les principaux ports de pêche, il a trouvé 683 bateaux irradiés par une série de 6 essais nucléaires américains appelés Castle Test. Selon des recherches plus récentes, entreprises à l'initiative de l'organisation non gouvernementale, le nombre de bateaux irradiés dépasse 1000. Nous pouvons donc imaginer que de nombreux Japonais ont mangé des poissons irradiés, sans compter les bateaux venus d'autres pays. Ces bateaux ont pu vendre leurs poissons à des conserveries, dont les produits furent vendus à leur tour dans le monde entier. Cet événement a provoqué une grande émotion chez les Japonais. Et ils ont boycotté le poisson. Je raconte cela dans le livre Message pour la planète bleue. Et ce boycott pose alors un problème particulier car le poisson est la principale source de protéines. La société japonaise a été bouleversée et les mères de famille ont lancé une pétition contre les essais nucléaires et contre les armes nucléaires. Ce mouvement a contribué à faire naître l'Association nationale des victimes des bombes atomiques en 1955, qu'on appelle Hidankyo, et le premier grand rassemblement international contre les armes atomiques a eu lieu la même année. C'est ainsi qu'est né au Japon, pour la première fois, un puissant mouvement pour le désarmement nucléaire. Ces événements vécus ont marqué mon enfance. En France, j'entends souvent dire que grâce à la dissuasion nucléaire, il n'y a pas eu de la guerre mondiale depuis 1945. On me dit aussi que le problème des armes nucléaires n'est pas aussi important que le terrorisme qui provoque des victimes immédiates et des tensions internationales. En réalité, toutes ces violences font partie d'un même ensemble systémique dont la superpuissance nucléaire est la matrice nourricière. Nous devrions mesurer mieux les effets de cette puissance sur nos sociétés. La dissuasion nucléaire a d'une certaine façon autorisé des essais nucléaires, favorisé la modernisation des armes et des recherches de puissance toujours plus grandes. Entre 1945 et 1998, 2115 essais, dont beaucoup dans l'atmosphère, ont recouvert la Terre de retombées radioactives dangereuses. Rien qu'entre septembre 1961 et décembre 1962, donc en 16 mois, l'équivalent de 16 250 bombes d'Hiroshima a pollué la planète. C'est comme si l'on a fait exploser 33 bombes d'Hiroshima chaque jour pendant 16 mois.
Les conséquences de ces essais sur l'environnement sont encore mal connues et nous sommes trop peu nombreux à souligner ce problème écologique qui a aussi une dimension économique. Nous voyons bien que la question des armes nucléaires ne concerne pas seulement Hiroshima et Nagasaki en 1945, mais la Terre entière, hier et aujourd'hui. Je veux aussi, par deux exemples, montrer que la dissuasion nucléaire n'empêche pas le terrorisme et favorise la prolifération. À propos du terrorisme, permettez-moi d'évoquer une interview de l'ancien président du Pakistan, M. Musharraf. Cet entretien a été réalisé en juillet dernier par le journal japonais Mainichi, l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance du Pakistan et donc de la séparation entre Pakistan et Inde. M. Musharraf a avoué qu'il a failli utiliser des armes nucléaires contre l'Inde. Lorsqu'en décembre 2001, l'Inde reprochait au Pakistan l'attaque de son Assemblée nationale par les terroristes islamistes en disant qu'ils ont reçu l'aide de l'armée pakistanaise. À ce moment, 1 million de soldats des deux pays ont été massés aux frontières. Et cette tension a duré pendant 10 mois. L'ancien président du Pakistan a pensé utiliser une bombe nucléaire, mais finalement, il a réfléchi aux conséquences et a renoncé. Depuis, l'Inde et le Pakistan ont ouvert des négociations sur le Cachemire, mais en 2008, un nouvel attentat à Mumbai par des terroristes musulmans du Pakistan a ruiné les espoirs de conciliation. D'après M. Musharraf, le risque de conflit nucléaire augmente, car en novembre dernier, le ministre de la Défense indien a déclaré qu'il voulait revoir l'engagement de non-utilisation en premier des armes nucléaires par son pays. Cela a créé une nouvelle tension entre les deux pays. M. Musharraf a confirmé aussi que Dr. Khan, considéré comme le père de bombes atomiques pakistanaises, avait transmis des informations technologiques à l'Iran et à la Corée du Nord. Et maintenant, parlons sur la Corée du Nord. La tension augmente de plus en plus entre la Corée du Nord et le Japon depuis que plusieurs missiles ont survolé le Japon. Chaque fois qu'il y a des exercices militaires de la Corée du Sud et des États-Unis près de la Corée du Nord, cette dernière manifeste par des essais nucléaires. Les Coréens du Sud et les Japonais sont habitués à ce scénario qui se termine en général par des négociations diplomatiques. Mais cette fois, l'inquiétude augmente à cause des dirigeants des États-Unis et des Coréens du Nord, car la négociation pour calmer cette tension se fait difficilement. On constate que la technologie nucléaire de Corée du Nord avance. Il s'agit bien de prolifération nucléaire. Certains hommes politiques japonais profitent de cette situation pour essayer de modifier la constitution de la paix et d'augmenter les dépenses militaires malgré une très forte opposition du peuple qui s'exprime par nombreuses manifestations et initiatives. Dès à présent, ce qui est sûr, c'est que le Japon et la Corée du Sud veulent augmenter le nombre de fusées antimissiles pour abattre des missiles de Corée du Nord. Ce sont des États-Unis qui fabriquent ces fusées de défense et vont s'enrichir en les vendant. Je pense que toutes les sortes de violences sont liées et que l'industrie de l'armement a besoin de conflits pour prospérer. Si nous ne trouvons pas le moyen de sortir de ce cercle vicieux, nous avançons vers la destruction totale de notre planète. Et cela influence les comportements humains maintenant. La Convention pour l'interdiction des armes nucléaires, adoptée le 7 juillet dernier, est un beau progrès, fruit des efforts des pacifistes. Et pour cette convention soit efficace, il nous faut faire réagir des pays comme la France et le Japon. Ces questions capitales sont portées par le réseau des maires pour la paix
animé par les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, et sa branche française ASCDRP, représentée aujourd'hui par Philippe Liot de Grigny, et aussi par la ville de Manacor, qui est vice-présidente du réseau mondial. Tout à l'heure, le président a parlé qu'il faut sensibiliser l'opinion publique, donc j'ai créé un film d'animation pour éducation à la paix. Et je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à s'engager pour la paix et faire engager vos élus territoriaux au sein du réseau des maires pour la paix. Merci beaucoup.